face à leurs contradictions. Et aujourd'hui, elles sont d'autant plus béantes, ces contradictions, que le parrain des Européens, leur suzerain, se retire et admet, lui, Trump, admet, sans le formaliser aussi crûment, admet cette défaite et est prêt à négocier et à céder à la Russie une partie des concessions qu'elle entend obtenir. Voilà, donc aujourd'hui, l'Union européenne n'est pas considérée comme un partenaire fiable. Elle s'est engagée sur une voie belliqueuse et belliciste qui la discrédite. Le discours des dirigeants politiques occidentaux, en particulier celui du chancelier allemand, est extrêmement inquiétant, puisqu'il reprend des arguments qu'on croyait révolus depuis 1945. Il y a quelque chose dans l'Union européenne qui est extrêmement inquiétant, c'est la montée d'une idéologie virulente, agressive, hégémonique, qui n'admet pas sa défaite en Russie. Voilà ce qu'on peut dire en quelques mots sur la situation de l'OTAN et de l'Union européenne. François Martin, peut-on parler d'un échec du narratif occidental sur l'Ukraine à la lumière des dynamiques globales? Alors, moi, je voudrais préciser un point. C'est que quand on parle d'Occident, il faut bien différencier deux choses. L'un, c'est les stratégies américaines, et l'autre, c'est la stratégie européenne, parce qu'on n'est pas dans le même registre. On voit qu'aujourd'hui, les Américains ont une stratégie qui me semble claire, en tout cas en ce qui concerne l'Ukraine, mais les Européens ont aussi une stratégie très claire, à mon avis, c'est qu'ils ont pris parti, et ils continuent à prendre parti, non pas spécialement contre les Russes, parce qu'ils savent qu'ils n'ont pas les moyens d'aller contrer les Russes, mais surtout contre la nouvelle administration américaine, c'est-à-dire qu'eux se considèrent comme des alliés de l'ancien pouvoir, démocrate et, je dirais, progressiste, contre une nouvelle administration qui, elle, est fortement et clairement conservatrice. Et donc, ils ont considéré que la victoire du Trump n'est pas une victoire définitive, mais est une première bataille dans une bataille qui va durer probablement des années, si ce n'est pas des dizaines d'années. Donc, ils ont décidé tout simplement de mettre, je dirais, des croche-pieds, des pots de banane à Trump partout où ils vont pouvoir, de telle sorte que, si possible, ils perdent les élections de mi-mandat et puis qu'on se retrouve dans 4 ans avec le retour de l'ancienne administration, auquel cas on recommencera la politique hégémonique qui a été tentée par l'administration Biden et qui a été poursuivie, et que Trump, à mon avis, essaye de changer. Donc il faut bien différencier les deux. Donc si on regarde les choses comme ça, la stratégie américaine aujourd'hui me semble claire. Le but de Trump, c'est de transformer, d'abord, c'est de, comme je le dis souvent, de faire en sorte que Rome et Carthage ont décidé d'arrêter de se faire la guerre et de se partager la Méditerranée, d'une part, et d'autre part, comme l'a dit Marco Rubio dans son entretien avec Megyn Kelly le 30 janvier, le monde de demain ne sera plus unipolaire, il sera tripolaire, avec trois entités qui le dirigeront, les Chinois, nous, les Chinois, enfin nous quand il dit les États-Unis, les Chinois et dans une certaine mesure les Russes. Voilà ce qui est dit. Alors, je remarque qu'il a un peu oublié au passage simplement l'Inde, mais enfin disons, ça en dit long sur le fait que pour Trump, il faut abandonner la doctrine Brzezinski, la doctrine des néoconservateurs qui concerne l'hégémonie américaine. Voilà. Alors, ça ne se traduit pas forcément partout dans les faits, et on va en parler, mais en tout cas, c'est ça qui me semble la stratégie aujourd'hui américaine et européenne. Et alors, l'autre remarque, et je m'arrêterai avec ça, c'est que, à mon sens, aujourd'hui, la guerre est totalement perdue par le camp par Zelensky, et que si on veut
trouver une cohérence à ce que fait Zelensky, et je pense qu'il y en a une. Il ne faut pas regarder les choses sur le plan politique, mais sur le plan économico-mafieux, parce que s'ils continuent à se battre comme ils le font, c'est parce qu'ils détournent une bonne partie des subventions, et je veux dire, la guerre s'arrêtera toute seule, à mon avis, le jour où les États-Unis et les Européens ne cesseront de payer. Aujourd'hui, quelqu'un comme Zelensky et les amis qui sont autour de lui, si la guerre continue pendant encore 3 mois ou 6 mois, si ça leur coûte entre 7 et 10 milliards d'euros ou de dollars tous les mois, et ben 6 fois 7, 42, ça fait 40 petits milliards. S'ils détournent 20 milliards, il y a de quoi se creuser la tête pour continuer la guerre. Voilà. C'est ça que je pense. Bruno dit que plusieurs observateurs confirment qu'aujourd'hui nous sommes, après 3 ans de guerre, nous sommes en face d'une Russie isolée que jamais. La Russie serait isolée, c'est ça la question. Elle est isolée. Oui, non. Constat. À mon avis, non. Elle n'est pas isolée, parce qu'en réalité, elle a maintenu et même consolidé des liens très importants avec toute une série de pays qui appartiennent parfois à ce qu'on appelle le Sud global, mais d'une manière générale, à des pays qui sont des pays importants, comme la Chine, l'Inde, le Brésil, qui sont des pays qui appartiennent aux BRICS, mais pas seulement. Et ce qu'on voit au contraire, c'est que l'ensemble de ces pays, aujourd'hui, a avec la Russie des relations qui sont bonnes, sur le plan économique, sur le plan diplomatique. J'ai cité tout à l'heure les votes à l'Assemblée générale de l'ONU, qui, si on fait le décompte de la population des pays qui s'abstiennent ou qui votent contre les résolutions occidentales anti-russes, on s'aperçoit que cela représente la majorité de la population mondiale. De toute façon, si vous additionnez la Chine et l'Inde, déjà ça fait pratiquement 40% de l'humanité, plus le Brésil et d'autres pays. Donc en réalité, c'est exactement l'inverse de ce qui s'est produit, de ce que les Occidentaux escomptaient qui s'est produit. Dans la mesure où il n'y a pas de majorité mondiale contre la Russie, il y a au contraire une majorité mondiale pour travailler avec la Russie, y compris d'ailleurs dans un certain nombre de pays qui n'approuvent pas pour autant l'action de la Russie en Ukraine. C'est ce distinguo qu'il faut faire. C'est pas parce qu'on n'approuve pas formellement l'intervention russe en Ukraine, ce que beaucoup de pays effectivement n'ont pas fait, qu'on a envie d'entrer en guerre contre la Russie, de sanctionner la Russie ou de voter contre la Russie à l'ONU. Diplomatiquement, aujourd'hui, la Russie n'est pas isolée. Au contraire, elle a, avec un grand nombre de pays et avec la majorité de la population mondiale, des relations qui sont de bonnes relations. Omar, peut-être après 3 ans, quelle leçon géopolitique plus large peut-on tirer de cette guerre? Énergie, droit international, des alliances entre les puissances, émergence des autres puissances et tout. La première leçon, c'est l'effondrement du rayonnement global de l'Europe et de l'Occident. Ce que vient de dire Bruno est tout à fait juste. La Russie est loin d'être isolée. Tous les forums économiques et politiques que les Russes organisent chez eux, comme le Citrep à Saint-Pétersbourg dernièrement, montrent que loin d'être isolée, la Russie est un partenaire respecté par un grand nombre de pays. Il faut dire que les Russes n'ont pas cette attitude hautaine et méprisante et arrogante des Occidentaux vis-à-vis du reste du monde. Ils ne se posent pas en donneurs de leçons et ils ont plutôt correctement expliqué leur posture s'agissant de l'Ukraine. Beaucoup de pays savent que la Russie a été conduite, a été amenée, a été obligée d'entrer dans un conflit qui avait été une sorte de traquenard préparé par les Occidentaux, sans même revenir aux accords de Minsk, dont le président Hollande et l'ex-chancelier allemand disaient qu'ils avaient été conçus pour gagner du temps et permettre à l'Ukraine de renforcer son armée. Donc on voit bien que les gens ne sont pas dupes, hein, les dirigeants de pays aussi divers que l'Inde, l'Afrique du Sud, le Brésil et d'autres à travers les 5 continents ne sont absolument pas dupes des intérêts. Aujourd'hui, la leçon, c'est que l'Occident est en passe de perdre une hégémonie multiséculaire. Les Occidentaux dominent le monde depuis 1492, depuis leur expansion première,
depuis la conquête des Amériques, depuis la colonisation. Cette hégémonie est en train de s'achever et de se terminer. Elle sera remplacée par quoi? Pour l'instant, on ne le sait pas trop, mais en tout cas, en tout état de cause, il y a une refonte du système global des relations internationales, d'autant plus urgent que ces pays occidentaux qui sont à l'origine du droit international positif depuis au moins les accords de 1944 et 1945 à Bretton Woods, tout ça montre que la structure juridique globale qui est censée régir les relations internationales est en train de s'effondrer, à tel point qu'aujourd'hui, le droit international est violé systématiquement et ouvertement par les pays qui ont été à l'origine de ce système. Donc aujourd'hui, c'est la fin d'un ordre et l'émergence d'un ordre différent. Est-ce que cet ordre sera animé par les BRICS ou par la Chine ou par d'autres? On ne le sait pas vraiment. Je ne veux pas anticiper sur la discussion sur les BRICS, mais les BRICS ne me semblent pas être un front politique homogène. Voilà. Oui, je voulais réagir sur ce que disait Omar, en rajoutant le fait que le sentiment que j'ai, moi, enfin c'est la raison pour laquelle j'ai appelé mon premier livre « L'Ukraine, un basculement du monde », parce que j'ai passé 40 ans à aller dans plus de 100 pays dans le monde, et je savais, moi, que le Sud, ce qu'on appelle le Sud aujourd'hui, prenait de plus en plus d'importance, et qu'à un moment donné, on s'apercevrait que le Nord n'avait plus les capacités politiques, militaires, géopolitiques, etc., pour vaincre le Sud à l'occasion d'une guerre ouverte. Et quand j'ai vu arriver la guerre d'Ukraine, je me dis, voilà le révélateur de ce qui va se passer. Et la première chose que j'ai vue, c'est que la majorité des pays dans le monde ont refusé de voter des sanctions. Et je me suis dit, ça y est, les Russes ont gagné la guerre, déjà, diplomatiquement, puisqu'ils ne sont pas isolés, c'est les autres qui sont isolés. Donc, la conclusion que je tire de ça, moi, c'est que l'impuissance du Nord dans son projet néocolonial, et ça, c'est le titre de mon deuxième livre, Le temps des fractures, fait que ça oblige le Nord à une sorte de métamorphose, c'est-à-dire ce que tu ne peux gagner militairement, là, si je peux dire, c'est pas la main que tu ne peux couper, baise-la, c'est ce proverbe arabe, c'est plutôt la main que tu ne peux couper, achète-la. Donc je pense qu'on va aujourd'hui dans une sorte de métamorphose. Ce que Trump a compris qu'il essaye de faire, qui réussit ou qui ne réussit pas, c'est un autre débat, mais c'est à mon avis ce qu'il essaye de faire, à mon avis. C'est ce que les Européens n'ont pas compris ou ne veulent pas parce qu'ils jouent encore la guerre d'hier contre Trump, mais à mon avis, devant l'histoire, ils ont déjà perdu, et ça veut dire que chaque pays va se retrouver aujourd'hui avec ses propres forces dans un jeu de partenaires, de coopération, compétition, dominé à la fois par le commerce et par la diplomatie. Donc pour moi, c'est le système BRICS, soit sous la forme telle qu'il existe aujourd'hui, soit sous une forme un peu différente qui va prévaloir, et dans lequel le Nord va être obligé de s'intégrer, qu'il le veuille ou non, s'il veut survivre, puisqu'aujourd'hui, il n'a plus les forces pour le projet politique qu'il a poursuivi depuis, à la limite, depuis que les États-Unis existent, on peut dire. On est véritablement dans un basculement du monde, à ce titre très important, et dans un processus de métamorphose, encore une fois, des pays du Nord. Voilà ce que je pense. François, même question pour les Togois. Aujourd'hui, d'après vous, existe-t-il une véritable perspective de paix ou sommes-nous condamnés à une guerre prolongée? À quel endroit? L'Ukraine. En Ukraine? Non, comme je l'ai expliqué, moi je pense qu'on va vers la fin. Le processus de contournement de l'Ukraine par les États-Unis est pratiquement achevé, puisque dès qu'il y a un problème
dès que Poutine a mal à la tête ou que Trump a mal à la tête, chacun appelle l'autre et puis ils discutent pendant 2 heures et après ils disent ah, on a discuté pendant 2 heures, etc. Donc le processus, je dirais, d'enfermement politique de l'Ukraine est déjà acquis. À partir de ce moment-là, la seule chose qui reste à régler, c'est, à mon avis, le fait que l'Ukraine continue à recevoir de l'argent. Donc Zelensky se maintient au pouvoir, lui et ses amis, parce qu'il continue à détourner de l'argent. Mais le jour où il n'y aura plus d'argent, comme je le dis, tous les oligarques vont aller, le lendemain ils seront à Moscou et ils diront à Poutine comment vous voulez qu'on le livre, dans une mallette, dans un avion, voilà, c'est ça qui va se passer. Mais pour moi la guerre elle est finie, hein. C'est uniquement une question d'argent aujourd'hui, c'est qui c'est qui touche et qui c'est qui paye. Tant que la poule ou le poulet occidental continue à être plumé par Zelensky comme des imbéciles, Zelensky, lui, il continue. Et si dans un mois on lui dit il n'y a plus d'argent, il s'en va dans un mois. S'il continue pendant 6 mois, il reste pendant 6 mois. Pour moi, la question, elle est là. Hein. Bruno Guit, est-ce que vous partagez l'optimisme de François Martin en tant que spécialiste de la Chine, par exemple, un message qu'il doit, le président chinois a adressé un message à ses camarades du parti en les appelant à se mobiliser, à se préparer à une guerre générale. Oui, alors, pour répondre aussi sur la question ukrainienne, parce que je crois que c'est important. Moi, j'admets volontiers que la stratégie de Trump, effectivement, a pris complètement le contre-pied de celle de son prédécesseur et qu'elle a mis les Européens qui avaient été plus royalistes que le roi, plus atlantistes que l'atlantisme en fait, dans une situation intenable. Et c'est vrai que c'est cette contradiction qui va se dénouer à un moment donné, parce que Zelensky ne pourra pas continuer à faire son numéro avec le seul soutien des Européens. Si les Américains décident concrètement de réduire, de supprimer l'aide fournie à l'Ukraine, la guerre est terminée en quelques jours ou quelques semaines. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Ça sera peut-être le cas demain et je serai le premier à m'en réjouir. Mais enfin, pour l'instant, la guerre continue. Les États-Unis, avec les Européens, continuent de fournir les armes et les munitions à Zelensky. Et pour l'instant, on est devant une sorte de statu quo, mais qui évolue défavorablement aux Ukrainiens, puisque l'armée russe progresse. Voilà où on en est. Si demain, un cessez-le-feu est proclamé et un traité de paix signé, ce que je ne crois pas beaucoup, mais enfin, le cessez-le-feu, lui, est possible. Parce que les États-Unis, sous l'égide de Trump, décident que la fête est finie, tant mieux. Quand ça sera le cas, nous nous en réjouirons. Pour ce qui est de la Chine, je pense que la Chine, depuis le début, elle a une position qui est très claire, elle ne prend pas parti. C'est-à-dire qu'elle n'est pas aux côtés de tel ou tel belligérant, contrairement à ce qu'on a dit, elle n'a pas livré d'armes russes, qui d'ailleurs n'en ont pas besoin, et elle est disponible sur le plan diplomatique pour tenter de trouver une solution. D'ailleurs, même si Zelensky, il n'y a pas très longtemps, s'est plaint un petit peu de l'attitude de Beijing, en réalité, la Chine n'a jamais rompu les relations avec l'Ukraine et essaie au contraire de maintenir un certain équilibre, même si bien sûr l'alliance, enfin le partenariat stratégique, qui n'est pas une alliance militaire entre la Chine et la Russie, évidemment, saute aux yeux. Il est évident que la Chine, d'une certaine façon, soutient la Russie, mais ce n'est pas sur le plan militaire. Et d'ailleurs, c'est une attitude qui est déclinée sur tous les fronts. On va parler tout à l'heure, je pense, de ce qui se passe au Moyen-Orient. La Chine ne s'impliquera pas militairement. En tout cas, ça m'étonnerait fort. Donc, quand Xi Jinping, alors c'était déjà il y a quelques temps, avait dit aux militaires de l'Armée populaire libération qu'il fallait se préparer à la guerre, oui, mais ça, n'importe quel chef d'État, qui en plus, comme Xi Jinping, est président de la Commission militaire centrale, qui est un organisme très important dans le système politique chinois, aux côtés du comité central du Parti communiste, vous avez la Commission militaire centrale, et le président de la République, est en même temps secrétaire général du comité central, et président de la Commission militaire centrale. Donc, c'est à ce titre-là qu'il s'adresse aux militaires, et il leur dit, ce qui est un discours de chef de guerre en temps de paix, bah oui, il faut se préparer à la guerre parce que c'est le métier. Ça ne veut pas dire que la Chine va entrer en guerre ou qu'elle a envie de le faire. Je crois que cette distinction est importante. Oui. Entre le pessimisme et les réserves de Bruno, quelle est votre position? Moi, je suis un peu plus réservé sur les perspectives de paix ou de guerre de la Chine. Je pense que le discours du président Xi Jinping est assez clair. Il faut se préparer à toute éventualité. Il y a de très grosses pommes de discorde entre les États-Unis et la Chine. Taïwan en fait partie, mais pas seulement. Il y a
une sorte de belligérance non militaire, une concurrence qui s'affirme de plus en plus. Et je pense que Donald Trump réagit à cela à sa façon, en voulant reconstruire une économie américaine puissante et hégémonique. Je crois que les risques de guerre sont réels dans le Pacifique et en mer de Chine méridionale en particulier. Donc il ne faut pas, à mon avis, baisser la garde et rester vigilant sur cette question. Sur le rôle de la Chine sur le plan de la guerre en Ukraine ou du Moyen-Orient, on voit bien qu'effectivement, les Chinois sont des gens extrêmement pragmatiques, qui ont une vision très commerçante, très échange positif avec le reste de la planète. Ils ont des fers dans tous les feux et essayent d'avoir une attitude de conciliation et d'apaisement là où il est possible de le faire, tout en insistant sur le fait que le commerce est la clé de voûte de la paix du monde et le moyen le plus sûr de garantir une bonne entente globale qui est sans cesse défendue par les autorités chinoises. Leur projet de One Belt, One Road, le projet de la nouvelle route de la soie, en est une illustration très forte. Donc moi je crois qu'il faut rester vigilant sur les risques de guerre entre la Chine et les États-Unis. Les analystes américains eux-mêmes pensent pour beaucoup, et qui ne sont pas forcément des démocrates, pensent pour beaucoup que c'est une trajectoire de collision quasi inévitable, que les États-Unis n'accepteront jamais de perdre leur rôle de leadership global, qu'ils sont prêts certes à négocier des zones d'influence à leurs principaux partenaires, mais qu'ils ne permettront jamais à qui que ce soit, y compris au péril de leur propre existence, de les supplanter globalement. François Martin, plusieurs observateurs pensent que la guerre en Ukraine a permis aux Européens de consolider une forme de solidarité défensive stratégique, par exemple à travers des simulations nucléaires, à travers le plan de réaction collective, etc. Qu'est-ce que vous disiez? Parce que ça fait quelques mois que vous avez accusé les dirigeants européens d'être des agents d'un agenda de complexe industriel, militaire, etc. Moi, je ne crois pas du tout à la possibilité. Je pense que les Européens ont intérêt à présenter une espèce de forme de front uni, mais quand on s'aperçoit de ce qui se passe en ce moment, il n'y a que 4 dirigeants qu'on voit à la pointe du combat: la France, l'Allemagne, l'Angleterre, et puis c'est tout. Donc en fait, il n'y a pas. Et moi je me projette un petit peu dans l'avenir, à partir du moment où, comme je le pense, la réconciliation sera acquise entre les États et la Russie, quelle que soit la situation momentanée de la guerre en Ukraine, à partir de ce moment-là, je ne vois pas comment les dirigeants européens vont justifier vis-à-vis de leur propre peuple que, alors que les États-Unis se mettent à faire du commerce à tire-larigot avec les Russes, parce que l'un et l'autre ont besoin d'investissements croisés, etc., eux, ils vont dire à leur peuple: nous on ne va pas faire des affaires avec les Russes, mais on va continuer à dépenser pour faire une armée, pour dépenser 800 milliards, etc. Alors que les Américains nous ont dit que eux, ils ne voulaient pas mettre un fifrelin. Ça ne va jamais marcher. Ils vont être totalement désavoués. Donc, oui, ils vont aller retourner leur veste, ceux qui font avec beaucoup de facilité, avec les Russes, où ils vont perdre leur pouvoir. Mais moi, je n'ai jamais cru à la réalité. Par contre, je crois à la réalité de la posture, d'une part pour des raisons stratégiques, parce que, comme je l'ai dit, ils restent les alliés du pouvoir anti-trumpiste démocrate et mondialiste, d'une part. D'autre part, parce que ça leur permet de continuer à hystériser les populations européennes et donc à dire ben, restez avec nous, la guerre, c'est une façon de se maintenir au pouvoir.
Voilà, je pense que c'est ça, c'est assez simple en fait. Mais j'entends dire oui, ça y est, on va faire son avis. Moi, je ne crois pas du tout. D'autant plus, et dernier argument, que je pense que Trump maintient l'OTAN pour l'instant, parce que d'abord, il ne veut pas que l'Europe entière, qui reste une puissance économique forte, se débande complètement, et il en a besoin de la conserver un peu avec elle dans son combat contre la Chine. Mais je suis persuadé que, et puis d'autre part, ça va permettre de fourguer aux Européens des armes américaines si effectivement leur projet de surinvestissement militaire se produit. Mais je suis persuadé à terme que Trump n'a pas besoin de l'OTAN et que dès qu'il pourra, il se retirera. Il ne dira pas je vais rien foutre de ce truc, il dira moi je ne peux pas, c'est à vous, etc. Mais l'OTAN va partir en quenouille, comme on dit, c'est l'avenir de l'OTAN. Et le jour où l'OTAN n'est pas là, comme l'OTAN est le ciment de l'Europe, parce que le but c'est de protéger militairement, quand on protège militairement, ça veut dire qu'on soumet politiquement. Il n'y a pas d'exemple de pays qui protège un autre pays militairement sans le soumettre politiquement. Ça n'existe pas. Donc le jour où l'OTAN se retire, l'Europe part en morceaux, et voilà. Donc je ne crois pas du tout à cette thèse. Voilà. Moi, je trouve que l'élément le plus inquiétant dans tout ce que tu viens très justement de décrire avec précision, je suis absolument d'accord, l'élément le plus inquiétant, c'est le réarmement de l'Allemagne. Je trouve qu'il y a en Allemagne des pesanteurs historiques, des pesanteurs idéologiques qui sont extrêmement fortes et qu'il ne faut pas du tout négliger. Le réarmement de l'Allemagne tel qu'il est en train de s'imposer aux dirigeants européens est lourd de très grands dangers. On ne peut pas enlever ça d'un revers de main. C'est une question centrale pour l'avenir des Européens. C'est pour ça, Omar, que je pense que ça ne se fera jamais. J'imagine pas une seconde ni les Français, ni les Anglais, ni les Polonais accepter le réarmement allemand. Donc ça ne se fera pas, ça ne se fera jamais. Eh ben, il faut l'espérer. Le fait qu'on essaye de nous faire croire ça, je trouve que c'est énorme. Mais tu viens exactement de répondre. C'était très... Ben voilà, moi je n'y crois absolument pas. Ou sinon, c'est qu'on est tous devenus fous. Ce qui est possible. C'est une possibilité. Alors, de l'Ukraine vers le Moyen-Orient, avec la situation actuelle, depuis plusieurs jours, Israël a décidé d'attaquer l'Iran. Comment vous voyez la situation? Comment vous expliquez la confrontation, les choix de confrontation menés par Benjamin Netanyahu contre l'Iran? Alors, d'abord, on est malheureusement, en un sens, peut-être au tout début d'un processus. Je dis malheureusement parce que ça voudrait dire que la guerre, effectivement, qu'Israël a déclenchée volontairement contre l'Iran pourrait encore durer un certain temps. D'ailleurs, Trump a déclaré tout récemment que finalement, lui ne prendrait sa décision sur l'éventuelle intervention américaine que dans 2 semaines, parce que ça allait durer très longtemps, ce qui est quand même de fort mauvais augure. Bon, quoi qu'il en soit, ce conflit a commencé il y a une vingtaine de jours. Il est un conflit à distance entre 2 pays qui rivalisent, je dirais, de performances aériennes et balistiques. Manifestement, les Israéliens jouissent d'une supériorité aérienne incontestable, parce qu'ils ont une aviation très moderne, dont on sait de quoi elle est capable, et elle l'a encore montré, et les Iraniens ont, eux, depuis quelques décennies, misé au contraire sur la Constitution, ce qui était très habile de leur part, d'un puissant appareil, je dirais, de représailles balistiques, qui a montré lui aussi de quoi il était capable. Donc, je ne dirais pas qu'il y a aujourd'hui un équilibre des forces, mais il semblerait que les Israéliens sont quand même assez surpris par la capacité de riposte iranienne, de même que les Iraniens, de leur côté, s'attendaient à ce que l'attaque de l'aviation israélienne fasse effectivement beaucoup de dégâts, ce qui semble être le cas. Donc on ne sait pas comment les choses vont évoluer, parce que le rapport de force aujourd'hui est encore indécis. Il n'y a pas clairement un des 2 camps qui a l'avantage et qui peut dire écoutez, capituler sans condition, comme Trump d'ailleurs l'a évoqué en directeur des Iraniens, parce que manifestement vous ne tenez pas le coup. Donc voilà où on en est. Pour ce qui est des responsabilités, elles sont très claires. C'est Israël qui a voulu cette guerre, qui la prépare d'ailleurs depuis 20 ans. Moi je me souviens, j'avais fait une conférence débat à l'Université de La Réunion en 2005
où j'expliquais aux étudiants à l'époque qu'il y avait un risque de guerre entre l'Iran et Israël pour des raisons en fait qui n'ont pas tellement changé, c'est qu'Israël ne supporte pas l'idée qu'un grand pays du Moyen-Orient, comme l'Iran, ne soit pas effectivement dans l'orbite américano-israélienne et soit au contraire devenu au fil du temps la base arrière de ce que les Iraniens eux-mêmes appellent l'axe de la résistance. Donc il y a évidemment une contradiction géopolitique majeure entre ces deux pays qui aujourd'hui atteint le stade de la contradiction antagonique qui va jusqu'à l'action militaire réciproque par la décision des Israéliens, encore une fois. Le paradoxe dans tout ça, qui est gigantesque, c'est que c'est le seul pays du Moyen-Orient qui détient l'arme nucléaire, qui bombarde un pays qui ne l'a pas, en lui reprochant de ne pas l'avoir, en un sens, parce que si ce pays était doté de l'arme nucléaire, jamais les Israéliens ne l'auraient attaqué. Les Iraniens ont toujours dit qu'ils n'avaient pas l'arme nucléaire, qu'ils ne cherchaient pas à l'avoir, que c'était pour des raisons théologico-politiques qui ont été résumées par une célèbre décision juridiquement valable de leur guide suprême. Je ne sais pas, pour ma part, quel est le degré de sincérité de ce que disent les Iraniens, mais enfin, manifestement, le directeur général de l'AIEA, tout récemment, a dit, écoutez, non, nous avons, nous, des éléments qui montrent que les Iraniens ne sont pas sur le point, effectivement, de fabriquer une bombe nucléaire. Donc, l'instance internationale compétente dit que les Iraniens n'ont pas l'arme nucléaire et qu'ils ne vont pas l'avoir, je dirais, dans un horizon prévisible, mais ça n'empêche pas Israël de déclencher ce qu'il appelle une guerre préventive. Ce n'est pas une guerre préventive. En réalité, c'est une agression caractérisée, préparée de longue date, qui vise à tordre le cou à ce pays qui, effectivement, constitue la base arrière d'un certain nombre de mouvements de résistance qui n'ont pas envie de vivre sous la botte israélienne, la botte israélo-américaine dans la région. Les Palestiniens, bien sûr, et leur mouvement armé, de résistance armée a montré quelle capacité de résistance ils pouvaient avoir récemment, le Hezbollah libanais, les Houthis au Yémen, tous ces mouvements, effectivement, avaient en Iran un appui politique, pour le moins, voire militaire, que les Israéliens entendent défaire. C'est la seule vraie raison de cette guerre. Israël veut démolir le dernier bastion de l'axe de la résistance dans la région. Les Américains, depuis le plan Wolfowitz des années 1990, ont réussi à diviser par deux le Soudan, à déstabiliser le Liban, à détruire quasiment la Libye, à pulvériser le Yémen, qui pourtant, à travers les outils, continue de résister, à liquider le régime Al-Assad en Syrie pour le remplacer par le régime Al-Qaïda, à la grande satisfaction de M. Macron. Voilà, c'est la continuation du programme, en fait, qui est un programme israélo-américain. Et la complicité de Donald Trump dans cette affaire est évidente. Elle est, je dirais, quelque chose qui saute aux yeux, dans la mesure où lui-même a fait état de son soutien à Netanyahou, et Netanyahou l'a remercié. Puis de toute façon, sans les armes et les munitions américaines, Israël ne peut rien faire dans la vie. François Martin, plusieurs observateurs confirment que l'Iran a été piégé par Trump, marionnette, disons, d'Israël qui se le dit sioniste. Alors moi je pense l'inverse en fait. Je pense que c'est l'Iran qui a piégé Israël, qui a piégé les Américains, pour un certain nombre de raisons. D'abord, effectivement, je ne crois pas du tout à la cause, comme Bruno l'a expliqué, justifiée par la crainte de la bombe auprès de la bombe à obtenir par l'Iran. Je ne crois pas du tout. Et je le crois d'autant moins qu'une des raisons, à mon avis, pour lesquelles ils n'ont pas encore la bombe qu'ils auraient pu avoir, malgré la fatwa qu'ils auraient pu dénouer par une autre fatwa, c'est qu'un des pays qui est ami de l'Iran et même un grand partenaire de l'Iran qui ne le souhaite pas, comme je l'ai déjà dit, c'est la Russie. Parce que le jour où l'Iran a la bombe, l'Arabie Saoudite aura la bombe et la Turquie aura la bombe. Et pour la Russie, ce sera un risque d'avoir leur sous-région totalement militarisée sur le plan nucléaire. Donc je pense qu'ils se sont arrangés avec les Russes depuis très longtemps pour être un pays du seuil, c'est-à-dire de profiter diplomatiquement du risque en disant si vous ne me donnez pas ci, si vous ne me donnez pas ça, je peux acquérir la bombe, mais ne pas le faire. Ça me semblerait assez subtil et assez intelligent de la part des Iraniens de raisonner comme ça. En tout cas, cette raison n'est pas valable, à mon avis. Et l'autre raison qui n'est pas valable, à mon avis, non plus, c'est le changement de régime. Les changements de régime. On sait bien qu'Israël est allié avec des pays
qui ont des régimes, je dirais, bien aussi pires, je vais dire, que le régime des mollahs, et que ça ne les empêche pas de travailler avec tout le monde. Donc le changement de régime, à mon avis, n'est pas une bonne raison non plus, d'autant que, comme je l'ai déjà dit aussi, je pense que le régime des mollahs, en fait, s'appelle régime des mollahs, mais en fait il devrait s'appeler plutôt régime des Pasdaran, puisque c'est eux qui ont le pouvoir militaire et c'est eux qui ont le pouvoir économique, parce qu'ils organisent depuis les 10 ans de la guerre Iran-Irak et après, c'est eux qui sont les rois du marché noir, donc ils sont immensément riches et puissants sur le plan économique, donc en fait c'est eux qui tiennent le pays, mais ils ont besoin d'une caution, je dirais, à la fois diplomatique, politique et religieuse que les mollahs leur offrent. Donc ça veut dire que s'il y avait un changement de régime, ça serait les Pasdaran qui auraient le pouvoir et ça serait pire pour Netanyahou. Et je pense qu'il le sait très bien. Donc en fait, c'est ce qu'on entend, les pipeaux sur le changement de régime, le fils du Reza Pahlavi qui fait des déclarations en disant « mon peuple, je reviens », etc. Aucun Iranien n'a envie de voir venir, d'aller offrir des fleurs aux soldats israéliens qui débarquent sur leur sol. D'ailleurs, il y a eu des centaines de milliers de personnes qui ont défilé dans les rues, y compris, j'ai vu des femmes de la très bonne société, etc., qui disent « on ne veut pas de ces salopards, nous on est l'Iran, on a 3000 ans d'existence, on veut rester un pays libre, etc. » Donc j'y crois pas non plus. Par contre, ce que je crois tout à fait, moi, c'est ma théorie, hein, c'est que Trump, là je diffère un peu de ce que dit Bruno, c'est que Trump a essayé de faire la même chose, la même procédure, malgré les déclarations du type, je vais dire, vive l'Algérie française, ou vive la Riviera gazaoui. Je pense qu'il a monté une opération de contournement et d'isolement d'Israël, d'abord en faisant une tournée que l'on peut considérer comme triomphale quelque part au Moyen-Orient, même si les premiers investisseurs aujourd'hui dans le Golfe, c'est pas les Américains, en Arabie Saoudite en particulier, c'est les Chinois, il ne faut pas l'oublier, en faisant une paix séparée avec les Houthis et en négociant un accord avec l'Iran. Et pour Netanyahou, ça, c'est un risque stratégique qui est totalement existentiel. Parce que le jour où l'accord est signé avec l'Iran, il est dans la même situation que Zelensky, exactement pareil. Et donc c'est pour briser cet accord et pour faire aussi ce qu'on appelle en finance une pyramide de Ponzi, c'est-à-dire comme il ne réussit pas sa guerre à Gaza, je rappelle que 40% des conscrits ne rejoignent pas leur base le samedi soir, donc cette armée contre Gaza, elle est en train de perdre, elle n'est pas en train de gagner, elle est en train de perdre. Donc je pense que c'est pour briser cette espèce d'enfermement, et si je dois résumer les choses, moi ce que je vois, c'est en fait une exportation à l'extérieur d'un conflit à l'intérieur du système américain entre des sionistes et des néoconservateurs qui veulent absolument que la guerre continue, et Trump qui essaye de faire en sorte qu'elle s'arrête. Donc on voit l'exportation d'un conflit interne américain. Je pense que si Trump avait véritablement eu la main, il aurait dit à Netanyahou « tu n'y vas pas », et Netanyahou n'y serait pas allé. Si Netanyahou y va, c'est parce que Trump, à tort ou à raison, mais moi je pense qu'il s'est fait forcer la main, n'a pas les moyens aujourd'hui de lui dire non, et que son non soit un vrai non. Donc je pense que c'est parce que la guerre entre néocons et voilà, n'est pas terminée. Et je vais finir en disant que ça me permet, mais on en parlera après, de faire les perspectives sur, à mon avis, ce qui va se passer. Et je vais en rester là pour l'instant. Comment vous trouvez la position de plusieurs dirigeants européens? Le chancelier allemand a déclaré
déclaré qu'Israël est en train d'effectuer la mission sale par procuration à la place des Européens. Macron, directement dans le soutien, juste quelques heures après les attaques, dans le soutien d'Israël, dans la justification, soi-disant, Israël a ce droit de défense préventive et tout. Comment vous trouvez et comment vous expliquez la position européenne? On voit maintenant, après plusieurs jours, après la réaction, les postes iraniennes aussi, ce changement de position, ce recul en arrière aussi. Il faut expliquer le terme de défense préventive d'abord, parce que je n'ai pas très bien compris ce que ça veut dire. Oui, ben c'est des représailles par anticipation. Voilà. Si quelqu'un a l'intention de venir te donner une gifle, avant même qu'il ait pensé à te la donner, tu lui donnes un coup de poing. Donc voilà, c'est une façon d'organiser un viol du droit en justifiant une légitime défense anticipée. C'est grotesque, mais apparemment les dirigeants occidentaux ne sont pas à un ridicule près. Je ne partage pas l'analyse de notre ami François s'agissant de Trump, bien entendu. Je suis comme un peu, comme le disait le ministre des Affaires étrangères iranien, M. Arakchi, les Américains, dans leurs négociations, ont contribué à tromper les Iraniens. Ils ont endormi les Iraniens et ils leur ont fait croire qu'une attaque d'Israël n'était pas envisagée, ni même envisageable. Arakchi l'a dit très clairement. Maintenant, s'agissant de ta question sur les Européens sont les premiers militants sionistes, les premiers soutiens d'Israël, avant même les Américains. Le soutien américain à Israël date, plus ou moins on peut le dater, de la guerre des 6 jours en 1967. Il ne faut pas oublier que les Américains s'étaient opposés à l'agression tripartite franco-anglo-israélienne de 1956. Et il ne faut pas oublier non plus que si Israël dispose d'un arsenal nucléaire, c'est grâce à la SFIO française et à Guy Mollet. Donc il y a une antériorité européenne dans le soutien à Israël qui est incontestable, et il y a un alignement, à mon avis, idéologique, mais aussi colonial. L'Angleterre et la France, et l'Allemagne aussi, sont des pays coloniaux. Il est donc normal que des États coloniaux partagent les mêmes principes, les mêmes orientations. Le racisme est une donnée structurelle, le racisme anti-arabe est une donnée structurelle de ces États-là, et il est complètement partagé par la société d'apartheid qu'est Israël aujourd'hui. Donc le soutien, à mon avis, il est mécanique, il est implicite, il est automatique, et il est aussi la traduction d'un alignement atlantiste des Européens depuis la fin du gaullisme en réalité. Les derniers feux du gaullisme sous Chirac et Dominique de Villepin ont été éteints par l'arrivée au pouvoir de militants sionistes comme Sarkozy, Hollande et Macron. Aujourd'hui, l'héritage d'autonomie de la diplomatie française est un mythe révolu. Les Allemands, eux, excipent de leur culpabilité historique pour contribuer à un nouveau génocide. C'est un paradoxe, une sorte d'ironie des dieux grecs. Mais on voit bien que tout ça participe du même ordre du monde. La vision, à mon avis, israélienne de ce qui se passe aujourd'hui, c'est la continuation d'un plan mûrement réfléchi, mais en œuvre méthodiquement, d'émiettement du Moyen-Orient. La bantoustanisation du Moyen-Orient est un objectif israélien. Il est aujourd'hui, et la fenêtre d'ouverture avec l'élection de Trump permet aux Israéliens de frapper l'Iran pour casser cet État, pour casser cette nation. De la même manière que les Européens souhaitent démembrer la Russie, les Anglais ne s'en cachaient pas. Le démembrement de la Russie était un objectif stratégique des colonialistes franco-britanniques, et ils voulaient transformer ça même en une quinzaine de pays. Madame Kaja Kallas, la responsable des affaires étrangères de l'Union européenne, l'a réitéré quelque temps avant d'être nommée à son poste. Eh bien, de la même manière, les Israéliens estiment qu'il faut casser
tous ces États du Moyen-Orient, les bantoustaniser sur des bases ethniques, confessionnelles ou tout ce qu'on voudra, pour pouvoir à la fois légitimer leur présence en tant qu'État théocratique, religieux et d'apartheid, en justifiant ça avec des États maronites, druzes, chiites, sunnites, baloutches, etc. etc. La stratégie, elle est très très claire. La stratégie, et elle est complètement endossée par les Américains. Leur idéal, c'est d'avoir ce Moyen-Orient recomposé en petits Émirats, en petites républiques fantoches, qui seraient à la fois aisées à contrôler et qui seraient un glacis contre la pénétration chinoise. Mais ça, c'est une autre histoire. Bruno, qui Netanyahu cherche-t-il à réaliser le vieux rêve de remodeler le Moyen-Orient par la force? Si oui, avec quelle réussite? Le vieux rêve du sionisme, en général d'ailleurs, toutes tendances confondues, si on remonte aux origines, en partant de Herzl, en allant ensuite voir ce que racontaient Weizmann, Jabotinsky et Ben Gurion et leurs successeurs, en réalité, les trois grandes tendances du sionisme ont aujourd'hui réunifié d'une certaine façon dans la personne de Netanyahou, qui est le fils du secrétaire de Jabotinsky, le fondateur du sionisme révisionniste d'extrême droite, admirateur de Mussolini et partisan d'un État juif maximal, expansionniste, suprémaciste, fondé sur l'idée que le peuple juif, qui a un gène particulier et a vocation, parce qu'il est le peuple élu, a régné sur la région. Ce qui est une trahison caractérisée du judaïsme authentique d'ailleurs, comme l'a montré la réaction très négative du judaïsme rabbinique dès les années 1920 à l'égard du mouvement sioniste. Et bien sûr, ce projet a prospéré dans le courant du colonialisme occidental. Rappelons quand même que le foyer national juif a été créé dans le prolongement de l'institution de ce mandat britannique sur la Palestine, qui a ouvert les vannes en fait à l'immigration juive, non sans quelques difficultés d'ailleurs, parce que les Arabes de Palestine ont rapidement réagi, jusqu'à la création de l'État hébreu, on s'en souvient. Donc, en réalité, le projet sioniste est un projet colonial européen, qui a été incarné longtemps d'ailleurs par une tendance dissidente du mouvement ouvrier européen, ce qui est quand même assez paradoxal. La personnalité de Ben Gurion, dont Zev Sternel, un historien juif israélien, a bien montré que son socialisme en fait était un national-socialisme. Et ce mouvement est par nature expansionniste et prédateur, c'est-à-dire qu'en réalité, les sionistes n'ont jamais cru à une cohabitation possible qui serait harmonieuse, à part de doux rêveurs comme Martin Buber, n'ont jamais rêvé, en fait, n'ont jamais voulu une cohabitation harmonieuse entre les différentes populations de cette terre, où de toute façon les juifs ont toujours été minoritaires depuis des siècles. Donc il fallait en fait réaliser une sorte de hold-up territorial par la force, et c'est ce qui continue aujourd'hui. La politique israélienne de Netanyahou est la continuation directe du projet sioniste prédateur qui relève du rapt colonial et qui a bénéficié, comme Omar l'a très bien rappelé, de la complaisance de ces socialistes français qui, dans les années 1950, avaient les yeux de Chimène pour le sionisme parce que les sionistes étaient socialistes. Et c'est effectivement la France de la 4e République qui a donné, malheureusement, la technologie nucléaire à l'État d'Israël, chose que, semble-t-il, Kennedy avait refusé, ce qui amène certains à penser qu'il y aurait un rapport avec son assassinat, mais c'est une autre histoire. François Martin, Francis, qui vous adresse cette question, peut-on dire que le 7 octobre 2023 marque un tournant historique dans la stratégie israélienne? Dans la stratégie israélienne, oui. Je le pense. Je le pense parce que aujourd'hui tous les indices prouvent que Netanyahou avait vu venir le coup. Il n'avait peut-être pas pensé que le coup réussirait aussi bien, je dirais, mais je pense qu'il y avait de sa part une idée comme quoi on allait régler définitivement le problème de Gaza. L'expérience a prouvé dans tous les régimes que plus les régimes sont totalitaires, et je pense que derrière son apparence démocratique, ce régime a montré toutes les preuves qu'il était absolument totalitaire. Dans tous les régimes totalitaires, il suffit qu'il y ait une personne qui vous dise non pour que ça soit totalement insupportable. Donc pour une partie de son gouvernement, je pense à Ben-Gvir et Smotrich, le fait que Gaza ait été rendu aux Palestiniens, c'était totalement insupportable. Donc c'était un symbole, même si ça devait coûter beaucoup, c'était un symbole et il faut donc détruire. Je rappelle par ailleurs que depuis que Gaza
a été enfermé après la victoire du Hamas en, c'est quoi, 2006, hein. Il est bombardé à peu près tous les 2 ans, juste pour les faire taire, comme quand tu rentres le soir pour prendre ta trique et tu tapes sur ton chien pour qu'il baisse la tête, et ça s'appelle tondre le gazon. Donc le 7 octobre n'est pas du tout une nouveauté. Ce qui est nouveau, c'est que les Gazaouis, à un moment donné, ont décidé que, entre mourir debout ou mourir couché, ils préféraient mourir debout. C'est ça qui a changé les choses. Voilà. Il insiste de savoir, est-ce que vous insistez toujours sur votre point de vue en considérant que c'est moi, c'est un génie de cette époque, c'est un génie politique? Ah mais je le pense depuis le début. Ils ont monté, il n'y a pas que Sinoir, ils ont monté ça, à mon avis, en ayant en tête exactement ce qui s'est fait au Vietnam. Et quand j'ai vu les images de ce qu'ils ont construit, en dessous de Gaza, c'est pas des tunnels qu'il y a, c'est une ville entière. Parce qu'ils ont compris que sur Terre, ils n'avaient pas le dessus, et que sous Terre, je crois qu'il y a 4 ou 5 niveaux différents de magasins, de salles, etc., de dortoirs, etc., avec comment on appelle, avec des tunnels qui sont jusqu'à 70 mètres de profondeur, qui vont évidemment en Égypte, même si personne ne veut le dire, parce que je ne vois pas pourquoi ils s'arrêteraient à la verticale de la frontière, à travers lesquels ils reçoivent des armes, de la nourriture, etc., etc. Donc on est exactement dans une stratégie du Vietnam, et d'ailleurs les dirigeants eux-mêmes du Hamas l'ont dit, en disant qu'ils poursuivaient une guerre qui était à la fois militaire, diplomatique et politique, et je cite toujours Galula avec ce célèbre livre Contre-insurrection, théorie et pratique, dont Petraeus a dit que c'était l'un des 3 plus grands livres de tous les temps sur le plan stratégique. Voilà. Donc je pense dès le début que ça a été conçu par des génies politiques, dont Sinoir est l'un des principaux. Je n'ai pas changé. D'ailleurs, aujourd'hui, quand on regarde la situation d'Israël, pour moi, une des raisons de l'attaque de l'Iran, parce que je suis désolé, même quand tu as un éléphant derrière, c'est la souris qui attaque un gros éléphant. Quand tu fais ça, c'est une pyramide de Ponzi. C'est-à-dire que tu veux cacher le fait que tu perds de l'argent en empruntant 100 fois plus que ce que tu as fait. Mais on sait que les pyramides de Ponzi, que tu vises bon, à un moment donné, tout s'écroule. C'est quand même parce qu'en 18 mois de guerre, ils n'ont pas pu déterrer ou détecter plus de 25% des 800 km de tunnels en 18 mois de guerre. Et aujourd'hui, je suis persuadé qu'aujourd'hui, ils n'y vont pas parce qu'ils n'ont pas la logistique. Par contre, les Gazaouis, personne n'en parle, mais ils doivent mourir de faim par centaines et par milliers, à mon avis. Personne n'en parle. Mais ils ont perdu la guerre de Gaza. Ils ont perdu la guerre. Alors, tout le monde dit qu'ils ont gagné, mais ils ont perdu. Donc, Sinoir avait tout compris. La facture, elle est extrêmement lourde, c'est évident. Mais combien est-ce que les Vietnamiens étaient prêts à payer pour l'indépendance de leur pays? Combien les Indiens étaient prêts à payer pour l'indépendance de leur pays? C'est comme ça qu'il faut se poser la question. L'observatoire marocain de refus et lutte contre la normalisation avec Israël, il vous dit sur le terrain, est-ce que la stratégie de zéro civil était une rupture ou une continuité dans la doctrine israélienne? La zéro civil. Ah oui. Je sais pas si c'est une rupture ou une continuité. En tous les cas, ce qui est certain, c'est que... C'est la notion de dégâts collatéraux. Je pense que l'idéologie sioniste est une idéologie terroriste. L'État d'Israël est une création terroriste. Donc, les superstructures de cet État, de cette organisation, sont des superstructures qui n'hésitent devant aucun moyen, qui n'ont aucun scrupule et qui considèrent que les dégâts collatéraux, les morts ciblées, l'assassinat fait partie de la gestion militaro-sécuritaire quotidienne, normale, d'un État.
ce sont des assassins, en fait. Et on a bien vu comment ils ont procédé au Liban, comment ils ont procédé en Iran. Cette culture de terrorisme, cette culture d'assassinat, même de groupe. On a certains officiers généraux de l'armée, des gardiens de la Révolution, ont été tués avec des dizaines et des dizaines de personnes autour d'eux. Donc ce sont des gens qui n'ont absolument aucun respect de la vie humaine, d'autant plus que cette vie humaine, c'est des vies arabes. Donc les Arabes n'étant pas tout à fait des êtres humains, on a le droit de les tuer autant qu'il est nécessaire, sans créer de problèmes psychologiques. D'ailleurs, ce qui est extraordinaire, c'est de voir que 80% de la population de cet État fantoche approuve le génocide. Donc on est quelque part dans un bain politico-idéologique qui est particulier et qui est encore plus particulier que le nazisme, parce qu'il ne faut pas oublier que les nazis, quand ils commettaient leurs exactions, leurs crimes de masse, ils ne s'en flattaient pas. Ils n'en faisaient pas état, ils essayaient de dissimuler autant que faire se peut ces massacres. Alors que ces gens-là, ces sionistes, eh bien, ils s'en targuent, ils s'en vantent, il y a quelque chose de profondément pathologique. Il y a quelque chose de profondément pathologique, de profondément maladif dans cette société, dans ce groupe humain, qui est effectivement qui ne tient pas compte. Zéro mort pour eux, zéro mort civile quand il s'agit d'eux, mais quand il s'agit d'autres, il n'y a pas de zéro mort. Ils sont prêts à tuer tout le monde, et y compris leurs propres amis. Et je me souviens de ce que disait François Martin sur la provocation du 7 octobre, qui aurait été plus ou moins souhaitée ou espérée. Il ne faut pas oublier qu'en 1967, l'aviation israélienne a tiré sur un bateau américain, le Liberty. Voilà. Donc on voit bien qu'on a affaire à des gens qui sont effectivement dénués de toute forme de morale, de moralité, de scrupules. C'est des assassins. Donc pour les assassins, les morts civiles ou les morts militaires du camp adverse n'ont strictement aucune importance. Ali Yassine Abidi de la Tunisie salue le courage des hommes libres comme François Martin et Bruno Louki. Il aime comprendre le déclin moral, politique et diplomatique de la France. Comment en France on accepte la normalisation avec ce discours de haine, de terrorisme, de justification des crimes sionistes, et en même temps on s'acharne contre les voix pro-palestiniens et contre les gens qui disent qu'ils vivent la Palestine. Est-ce qu'aujourd'hui, la France a ce statut de donneur de leçons au niveau de respect des libertés publiques? Alors, moi je veux bien répondre à la question sur la France, mais je ne voudrais pas qu'on oublie de faire un peu de prospective sur le conflit, iranien. Parce que je pense qu'il est très typique de quelque chose qui va se passer. Donc je vais répondre, mais après, il ne faut pas qu'on oublie cette partie-là. Hein, voilà. Donc, moi, sur la France, je dirais que, en tant que Français, j'ai l'impression que énormément de Français il règne en France une confusion des esprits totale, en fait. Je pense que la France est parmi les pays occidentaux l'un des pays où l'information est la plus... je veux dire, il y a toujours la propagande, qui existe toujours dans tous les régimes, et l'information. On n'a pas le droit de mélanger la propagande et l'information. Et si la propagande s'exerce à travers les canaux habituels, etc., l'information doit aussi prévaloir, en particulier dans les catégories susceptibles de réfléchir. Parce que les catégories populaires, en général, elles ont du bon sens, elles comprennent les choses, elles n'ont pas besoin de lire des tas de livres et des choses, mais elles ont une compréhension intuitive qui est bonne, en général. Les classes moyennes, ce sont celles sur lesquelles, en général, se déverse la propagande de la façon la plus folle. Et chez les élites, on devrait avoir des instances où au moins la parole est libre, même si les personnes ne sont pas en général courageuses pour dire les choses en public. Et en France, je trouve que cette instance-là n'existe pas. C'est pour ça que j'ai créé, moi, un club de géopolitique où la parole est libre.
Je pense que c'est excessivement important. Et le problème, à mon avis, c'est principalement ça. L'opinion, aujourd'hui, n'a pas une vision claire des enjeux. Elle n'a pas ni le temps, ni l'envie véritablement d'aller chercher les petites informations qui permettent de comprendre que ce qu'on dit n'est pas forcément vrai, qu'il y a eu telle déclaration, mais il y a eu une action qui a été inverse, etc. Donc, on a un problème d'opinion en France qui est grave et un problème de direction. De gouvernance. Évidemment. Je veux dire, Macron ayant tous les défauts que l'on sait, il n'en reste pas moins qu'il y a un système qui n'est pas un système macronien, mais qui est un système actuellement dirigé depuis longtemps, et pas seulement depuis Macron, mais dont Macron est quelque part le paroxysme, qui cache systématiquement toute forme d'information et qui ne laisse jouer que la propagande. C'est de là que vient notre problème, à mon avis. Alors en plus, il y a les dirigeants. Si on rend les dirigeants, là, il ne faut pas, c'est pas en 2 heures, il faut 10 heures là, pour en parler. Alors, sur la diplomatie française, Oui. Évidemment, tout se passe comme si la France, en tout cas la parole française sur ce conflit, était toujours sous Comment l'emprise. vous expliquez surtout, je m'excuse, que depuis Gaza jusqu'à l'Iran, l'héritage colonial, l'héritage diplomatique du général de Gaulle a été violé? Tout se passe comme si la parole de la France sur ce conflit était toujours sous l'emprise de cette espèce d'invisible remords de l'Occident qui taraude effectivement la conscience européenne depuis l'Holocauste nazi. Et comme s'il fallait constamment, en quelque sorte, se dédouaner de ce qui a été fait par certains il y a plusieurs décennies, en avalisant systématiquement la politique israélienne, en lui accordant une sorte de blanc-seing dès qu'effectivement Israël viole les droits de l'homme, viole le droit international et se livre à des initiatives aussi meurtrières que celles auxquelles nous assistons aujourd'hui. Il y a en même temps, je pense, on l'a dit un peu tout à l'heure, une espèce de connivence coloniale ou néocoloniale entre une partie du monde occidental, en tout cas, et l'État d'Israël. Une sorte de reconnaissance réciproque. Nous sommes la civilisation. Quand le chancelier allemand dit finalement les Israéliens font le sale boulot à notre place, quand des sionistes disent sur les plateaux de télévision en France mais Israël défend la civilisation contre les barbares, toute cette rhétorique qui est complètement absurde, comme si ceux qui massacraient des femmes et des enfants pouvaient incarner la civilisation, résonne avec l'inconscient colonial européen et français en particulier. Et ça, c'est extrêmement pervers parce que beaucoup de gens sont encore sous l'emprise de ce schéma de pensée qui est largement inconscient et qui est diffusé à grande échelle par la plupart des médias en France. Voilà. Et si on regarde l'échiquier politique, il est quasiment rempli, quasiment jusqu'aux 2 extrémités, par cette espèce d'idéologie diffuse. Alors il y a des exceptions évidemment, LFI a été très courageuse sur la question palestinienne. Il y a des personnalités, ça et là, de gauche, parfois de droite, qui sont courageuses, mais enfin, on voit bien que la vie politique française, elle pèse, elle est comme sous une chape de plomb. Hein, on a peur, en fait, de se faire taxer. C'est bien de la position de François Martin, il a appuyé ça, j'ai laissé cette présence sur la scène politique, mais je salue le courage de François Martin, la liberté d'opinion. Oui, on aimerait bien jouir d'une liberté d'opinion et d'expression en France sur le sujet, mais c'est là qu'est le problème. Donc il y a ça, et je pense que toute la diplomatie française, qui est imprégnée de cette idéologie diffuse, relaie chaque fois le point de vue israélien. Enfin, c'est quand même frappant de voir que lorsque les Israéliens ont lancé leur grande offensive contre Gaza, la première réaction des Français, de la France, par la voix de Emmanuel Macron, ça a été de refuser de voter la proposition de cessez-le-feu au Conseil de sécurité. Ensuite, la France l'a fait. Mais la première proposition, qui a été présentée à l'époque par la Russie et la Chine, a été refusée par la France. Ensuite, le président français a émis quelques critiques lors de son séjour en Égypte à l'égard de l'attitude des Israéliens à Gaza, en disant qu'il fallait quand même ouvrir les couloirs humanitaires. Mais en réalité, tout ce qu'il a dit et fait depuis le début va dans le sens des Israéliens. On a reçu Netanyahou. Vous êtes le bienvenu en France, a dit M. Macron, M. Netanyahou. Les chaînes françaises relaient la parole de ce type-là, Olivier Rafovitz, qui est le porte-parole d'une armée génocidaire. Enfin, la complicité de la France et de ses médias. Interview avec Dems, oui, enfin, on pourrait multiplier les exemples. La France, en fait,
à l'initiative de ses dirigeants, tout entière mise au service en fait de la cause sioniste. Alors, et de la cause américaine, il faut bien dire aussi. Et de la cause américaine. Toute la diplomatie reste extrêmement néo-conservatrice en France et depuis des dizaines d'années. Tout à fait. De toute façon, la France est dirigée par des gens qui ont été formés par l'Alliance franco-américaine. Ce sont des young leaders. Les 3 derniers présidents sont des young leaders. Ce sont des gens qui ont été formés en partie au moins aux États-Unis. Donc, je dirais le dernier président qui avait tenté d'incarner une voie indépendante de la France, c'est Jacques Chirac. Notamment sur la question d'Irak, mais aussi sur la question palestinienne. Et il avait d'ailleurs, à juste titre, accusé Ariel Sharon d'être un menteur. Bon, mais c'est fini depuis visiblement la solidarité avec la cause palestinienne et le fait d'une partie de l'opinion française, clairement, on l'a vu dans les rues, et d'une petite partie de sa classe politique. Pour le reste, la France est complètement anesthésiée, et l'héritage du général de Gaulle a été complètement dilapidé. Le général de Gaulle, qui en novembre 1967, dit, dans les territoires qu'il a pris, Israël va instaurer une occupation qui n'ira pas sans oppression, répression et expulsion, et il s'y lèvera une résistance qu'il qualifiera de terrorisme. Voilà ce que le général de Gaulle avait dit en 1967. Et il a imposé l'embargo sur les livraisons d'armes à Israël. Et ce sont certes des missiles français, des mirages français qui servaient dans l'armée israélienne, mais qui avaient été livrés par la 4e République. En réalité, ce sont les Américains en 1967 qui ont soutenu Israël, comme ils l'ont fait en 1973. Jusqu'en 1973, d'ailleurs, où Michel Joubert, qui était ministre des Affaires étrangères à l'époque, avait accusé Israël, alors même qu'en 1973, c'est quand même l'Égypte et la Syrie qui avaient pris l'initiative des hostilités, mais dans un contexte qui était celui, évidemment, des conséquences de la guerre de 1967. En réalité, la France, qui avait une position parfaitement honorable du temps de De Gaulle et Pompidou, et encore, dans une certaine mesure, jusqu'à Jacques Chirac, a été livrée par ses propres élites à l'atlantisme et au sionisme le plus béant. Et ça, c'est une calamité pour la France, parce que ça nuit considérablement, effectivement, à son image dans le monde, et ça nous met, nous, peuple français, du côté des oppresseurs et des génocidaires, et ça, moi, en tant que Français, je le trouve insupportable. Comment vous expliquez que l'acharnement, ce traitement négationniste, négatif avec la cause palestinienne, avec cette guerre génocidaire contre la population palestinienne, a laissé des impacts, a laissé des réactions négatives, soit sur le camp de gauche, Parti socialiste, Parti communiste aussi. Bon, maintenant, le changement de veste et tout, même aussi de l'extrême droite, etc. Je me souviens que François Martin a dénoncé la participation de quelques figures du mouvement identitaire, par exemple, dans l'action, l'invitation de Benjamin Netanyahu. Comment vous expliquez ce déclin? Ce déclin s'explique par la prise en main de l'État français par ses franges les plus sionistes. Et alors, cette prise en main de l'État français, elle est faite sous l'angle économique et financier par les grandes puissances transatlantiques qui contrôlent le monde de la Banque internationale, de la finance internationale, d'où proviennent d'ailleurs un certain nombre de cadres supérieurs de l'État français, dont l'actuel président. Il y a donc cette mainmise économique, celle de ces oligarques d'extrême droite qui sont depuis l'aggiornamento des années 70 qui se sont réconciliés avec le mouvement sioniste en faisant l'impasse sur leur responsabilité dans l'Holocauste. Donc il y a, si vous voulez, cette convergence entre des puissances financières et des puissances médiatiques qui aujourd'hui ont la mainmise absolue sur toute la presse publique et privée, sur tous les médias publics et privés français. Et ces gens se sont facilement installés au sommet de l'État français parce que, effectivement, comme le disait Frantz Fanon, un État colonialiste reste un État raciste. Et donc, il reste dans l'idéologie, dans les superstructures de l'État français, ce vieil héritage colonial qui consiste à considérer les Arabes et les Noirs, d'ailleurs, comme des êtres inférieurs, secondaires, quels que soient les artifices de langage dont beaucoup essayent de se prévaloir pour éviter de passer pour ce qu'ils sont réellement. Donc, aujourd'hui, ces gens-là, ils ont tout le pouvoir en France, et ils ont imposé une doxa. Et une doxa qui est terrifiante, à tel point que même la frange la plus éclairée de la gauche française
la LFI, la France Insoumise, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, aujourd'hui, fait un communiqué en mettant sur le même pied l'ayatollah Khamenei et le criminel génocidaire Netanyahou. C'est extraordinaire. C'est dire à quel point la pression psychologique et politique est forte sur toutes les élites françaises. Ça les terrifie. Ils sont aujourd'hui, n'importe quel intellectuel français qui autrefois se levait contre toutes les injustices, toutes les inégalités, vous le traitez d'antisémite, et ben vous le réduisez à néant. C'est l'insulte excommunicatrice par essence et définition. Aujourd'hui, nous vivons un système de pensée unique, totalitaire, qui s'exprime de manière absolument odieuse sur les plateaux de télévision français et qui s'exprime de manière honteuse, y compris dans ce qui fut autrefois des journaux de référence. Il y a un alignement, et c'est très inquiétant pour l'avenir de la France, mais aussi de l'Europe, il y a un alignement sur des thèses qui sont diffusées, matraquées, répétées inlassablement par les mêmes milieux crypto-fascistes qui aujourd'hui sont totalement sionistes. Voilà. Et ça infuse dans toute la société, ça infuse dans toutes les sensibilités politiques. Alors, je répète encore une fois, je suis absolument outré par ce communiqué de la France Insoumise qui met sur le même plan Khamenei. On peut ne pas apprécier, je l'apprécie. C'est ridicule. Oui, c'est ridicule. On peut ne pas apprécier la théocratie iranienne, et je suis pas de ceux qui ne l'apprécient pas particulièrement, mais c'est le fait du peuple iranien, et c'est au peuple iranien lui-même et tout seul à se déterminer, à déterminer son rapport avec ses dirigeants. Je vois mal, moi, des Iraniens donner des leçons de morale aux Français. À ce titre, oui, c'est tout à fait énorme d'entendre que dans tous les journaux aujourd'hui, on parle que de régime change en Iran, disant quand, qui, pourquoi, etc. Et j'imagine qu'un pays du Golfe décide un jour de commencer à bombarder Paris, Marseille, en disant votre régime, on veut faire un régime change en France parce que vous n'êtes pas assez comme ci, vous êtes trop comme ça, vous êtes corrompu, etc. Et boum, 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 alors on va commencer à supputer dans nos journaux pour savoir si c'est Mélenchon qui va prendre le pouvoir ou bien si c'est... Bon, enfin, je veux dire, on dirait, mais on est chez les malades, quoi. Dans le même registre, les discussions de salon sur les avantages et les inconvénients d'assassiner les dirigeants d'un pays étranger. Oh oui, mais ça aurait peut-être des effets positifs ou négatifs, et puis finalement on va voir, comme Trump l'a dit d'ailleurs, on verra, etc. C'est absolument inouï. On vit dans un monde dingue, c'est clair. Et cette dinguerie, elle est quand même aujourd'hui largement partagée dans le monde occidental. Ah oui, c'est tout à fait inquiétant. S'agissant de l'assassinat des dirigeants politiques, je me permets de t'interrompre, c'est que la première fois que j'ai entendu ça dans une télévision française, c'était sur LCI, Pujadas, avec un bandeau qui déroulait. Faut-il assassiner Vladimir Poutine? Oui, voilà. Moi j'avais vu ça, je ne revenais pas. Je ne regarde jamais la télévision, mais je passais ce jour-là devant cet écran, j'étais totalement stupéfié. On pourrait appeler ça le syndrome libyen, c'est-à-dire depuis l'assassinat et le chaos, l'assassinat de Kadhafi, le chaos provoqué en Libye par les Occidentaux, finalement ça a fait école. On s'est dit, tiens, on pourrait le réussir ailleurs. Je me rappelle de la phrase de Laurent Fabius disant Bachar al-Assad ne mérite pas d'être sur la terre, il ne mérite pas de vivre. Il y a à chaque fois l'idée qu'en assassinant le coupable présumé de je ne sais quoi, on va résoudre tous les problèmes, surtout on a le droit de le faire, c'est-à-dire nous avons une légitimité à porter la mort partout où nous voulons, y compris que ce soit les dirigeants, les populations, les militaires, les civils. Là, on trouve tout à fait normal, par exemple, les Israéliens ont assassiné de hauts dirigeants iraniens avec leur famille. Oui. C'est pas grave. Hein. Tout dit pas. Voilà, c'est consternant, et en tant qu'Européen, en tant que Français, je suis horrifié de voir que les médias qui sont les nôtres, les dirigeants qui sont les nôtres, cautionnent une telle ignominie. Et en même temps, je vais essayer de transformer ça d'une façon positive et utile. Je pense que c'est excessivement intéressant de voir à quel point l'Occident est tellement affaibli sur le plan intellectuel qu'il n'arrive pas à concevoir ce que l'autre peut penser. Voilà. On l'assassine, mais qu'est-ce qu'il pense? Moi, j'attends encore un grand journaliste qui ne serait-ce que d'interroger le ministre des Affaires étrangères de l'Iran,
qui était à Genève, pas plus tard qu'hier, et dire mais qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous cherchez? Comment vous envisagez votre avenir? Qu'est-ce que vous pensez de cette guerre, etc. Que pense la partie d'en face? Tout ce qu'on est capable de projeter, c'est la façon dont on va les éliminer. Mais attends, en face, il y a une nation, il y a un peuple qui a 3000 ans d'existence. Ils veulent quoi? C'est comme les Russes au moment de la guerre. C'est ça qui me fait penser qu'on va perdre cette guerre aussi. Et on va en parler, j'espère. Je pense qu'on va la perdre. Parce qu'on fait exactement la même erreur que celle qu'on a faite il y a 3 ans vis-à-vis des Russes. Personne n'est allé voir les Russes en disant « Qu'est-ce que vous voulez ?» On a dit « Ah ben c'est des poivreaux, c'est des gens qui ne savent pas se battre, etc. » Moi j'ai dit tout à l'heure, et je pense encore, que ce ne sont pas les Américains qui ont piégé les Iraniens, c'est les Iraniens qui ont piégé, d'abord parce qu'ils ont vu venir 200 avions qui viennent se poser en Irak pour se préparer. Excuse-moi, mais on les voit venir de loin, donc ils le savent. En plus, ils s'y attendent à cette guerre, ça fait 20 ans ou 30 ans qu'ils s'y préparent. Donc, ils ont des leurs de partout, ils ont monté leur stratégie, etc. etc. Alors, attends, je finis ma présentation. Moi, je vois démarrer ça exactement comme ce qui s'est passé avec la guerre d'Ukraine. On va avoir... D'abord, je pense que Trump ne va pas choisir. Parce qu'il dit dans 15 jours je vais décider si j'irai pas. Est-ce que Trump a intervenu dans cette guerre? Non, je ne pense pas. Il vient de donner le déplacement des... Mais il va déplacer, mais ça c'est la posture, c'est la proposition numéro 1 de la politique. Encore plus aujourd'hui. On montre beaucoup et on fait peu. Hein, c'est ça la politique aujourd'hui. Il n'y a qu'à voir Macron. Hein, donc, moi je ne pense pas. S'il fait ça, sa carrière politique est foutue, parce que tout ce qu'il a fait au Moyen-Orient, tout ce qu'il veut faire en Russie, etc., je suis un homme de paix, je viens pour faire la paix, make America great again, c'est fichu. Donc c'est fini. S'il fait ça, c'est fini. Est-ce qu'il peut y aller? À mon avis, il ne peut pas. Est-ce qu'il peut ne pas y aller? Décider de dire à Netanyahou, j'y vais pas. Il ne peut pas non plus. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire ni l'un ni l'autre, ou les deux à la fois. Il va continuer à fournir les armes, donc il se met exactement dans la même situation que celle qui était Biden vis-à-vis de l'Ukraine. Exactement. Il va fournir son proxy, et puis de l'autre côté, il y a un pays, semble-t-il, ils ont 40 000 missiles. C'est ce que j'ai entendu. 40 000 missiles. Ils en tirent 100 par jour. Donc ça veut dire qu'ils peuvent tirer tous les jours pendant 400 jours. Est-ce qu'Israël va tenir 400 jours à partir du moment où le dôme de fer n'existera plus d'ici une semaine ou deux? Jamais. Et en plus, on sait qu'aujourd'hui l'Iran est approvisionné à toute vitesse, et je pense de plus en plus, par les Chinois et par les Russes, et demain par les Nord-Coréens. Donc, comment est-ce que Israël va arriver à tenir le coup? Donc, moi, j'aimerais bien qu'on se pose la question du régime change en Israël, par exemple. Est-ce que, combien de temps, j'arrête pas de lire, combien de temps est-ce que le régime des Mollahs va tenir? Moi, j'aimerais bien entendre au moins un article disant combien de temps le régime d'Israël va tenir à ce rythme. Ça, je pense que c'est une bonne question. Et je ne l'entends pas tellement se poser. D'après vous, quelle issue pour cette guerre en 2 minutes? Quelle issue pour cette guerre, cette confrontation entre l'Iran et Israël? Est-ce qu'on se dirige vers une confrontation généralisée, vers la 3e guerre mondiale? Toutes les hypothèses sont permises à ce stade. On voit bien qu'on est au début de quelque chose. On ne sait pas très bien. L'intervenant qui me précède a fait un résumé assez clair de la situation. On espère qu'il n'y aura pas d'intervention américaine, mais tout laisse penser qu'il y en aura une. S'il y en a une, que va-t-il se passer? L'Iran n'est pas l'Irak. L'Iran est une puissance militaire, n'est pas la Syrie. Est une puissance militaire très sérieuse, très significative. Il est fort possible qu'il y ait des répercussions sur le trafic mondial de pétrole, il est très possible qu'il y ait des répercussions sur les champs gaziers et pétroliers de la région.
sans parler des dégâts que ces Iraniens sont capables d'infliger aux Américains et aux Israéliens. Le président Poutine a dit que les usines souterraines iraniennes étaient parfaitement fonctionnelles. Donc, si le président Poutine dit cela, c'est qu'il a quelques informations, me semble-t-il, vérifiées. Et voilà. Et donc, la capacité de production de missiles de l'Iran, à mon avis, elle est intacte. Et elle risque de dépasser les stocks qu'on lui attribue. Donc il y a, et en plus ce sont des gens qui ont l'habitude de la guerre des villes. Moi j'étais en Irak quand les Iraniens et les Irakiens s'échangeaient des missiles à la fin des années 80. Je peux vous dire que la résistance iranienne, c'est quelque chose de tout à fait respectable et de tout à fait considérable. Donc, ils ont tenu une guerre de 10 ans, on oublie ça. On oublie ça. Et on dit, ah ben attends, le régime des Mollahs, il va tomber dans 2 semaines. Oui. Mais est-ce que ces gens, ils réfléchissent à ce qu'ils disent? Donc, ils ont tenu une guerre de 10 ans, seuls. Merci beaucoup. Alors, j'aimerais bien clôturer notre rencontre avec le BRICS, Nouvel Espoir ou Illusion multipolaire. L'élargissement, François Martin, des BRICS en 2024 marque-t-il un tournant dans la gouvernance mondiale? Vous étiez parmi les experts qui ont applaudi la création. Il y avait des réactions. Mais à quoi joue-t-il François Martin? Il est contre l'espace européen, l'espace Schengen? Moi, je crois tout à fait que on assiste à, je dirais, une nouvelle. Cet avènement des BRICS, c'est quoi? C'est un nouvel accord, en fait, de pays libres qui s'entendent pour travailler entre eux, ce qui ne veut pas dire que ça sera facile, parce que le commerce, moi j'ai fait du commerce, j'ai fait toute ma vie du commerce, je peux vous dire que le commerce c'est parfois très violent, hein. Donc ça ne sera pas un lit de rose, mais je pense que c'est une transformation du monde qui est imposée par le système des BRICS et dans lequel les pays du Nord vont devoir, s'ils ne veulent pas s'isoler complètement, vont devoir se transformer et se métamorphoser et rentrer dedans. S'ils continuent à vouloir le système de l'hégémonie contre un adversaire qui est plus fort que vous et qui, lui, ne veut plus de votre hégémonie, c'est l'explosion mondiale et c'est vous qui perdez. Donc, je pense que le sens de l'histoire, c'est d'aller vers les BRICS. C'est ça que je pense. Et je pense que ce qu'on voit aujourd'hui en Iran, et c'est pour ça que c'est fondamental, c'est quelque part un deuxième acte de naissance des fonds baptismaux des BRICS, précisément. Parce que les BRICS, jusqu'à présent, avaient 2 représentants, l'un qui est son concepteur et l'autre qui est sa puissance importante. L'un, c'était la Russie et l'autre, c'est la Chine. Et aujourd'hui, on voit un 3e acteur qui s'affirme comme le résistant en chef d'aujourd'hui, c'est-à-dire l'Iran. Et c'est pour ça que je pense que tous les autres pays du Sud vont se mettre derrière l'Iran, parce que si l'Iran perd et l'Iran tombe, les BRICS vont subir une défaite politique et symbolique majeure. Et ils ne peuvent pas se le permettre. C'est ça que je pense. C'est ça que je pense. Et je pense par ailleurs, et je vais finir avec ça, que le Nord, aujourd'hui, globalement parlant, même si l'Europe se met à l'écart un peu, n'a pas la puissance pour imposer sa volonté par rapport à l'Iran, parce que le Nord est déjà trop affaibli. Donc c'est pour ça que je pense aussi que Trump n'ira pas et que ça, à un moment donné, il va y avoir une désescalade. Moi, je pense que c'est je n'ai pas de boule de cristal, mais je pense que ça devrait être le schéma le plus cohérent dans cette affaire, une désescalade. D'ailleurs, les Iraniens en sont tellement certains qu'ils ont déjà demandé s'ils ne pouvaient pas rencontrer le vice-président Vance à la Maison-Blanche, carrément. Ils ont dit, mais vous voyez, nous on est prêts à continuer à négocier avec vous. On reçoit des bombes, on en envoie, mais nous... En citant encore une fois Gramsci, face au pessimisme de la raison, il faut opposer l'optimisme de la volonté. Voilà.
Merci beaucoup. Je vous remercie, François Martin, Bruno Guy, Omar Bentabba. J'espère vous retrouver prochainement. Merci. Merci à